sur un amour incestueux entre un frère et une sœur extrêmement intense et mortifère. Et cette pièce a lieu sur les ruines d'un camp de concentration. Donc, on voit d'emblée, visuellement, qu'il y a superposition, si vous voulez, du paradigme personnel et du paradigme historique. Donc, ce qu'elle va construire à partir de cette troisième pièce qui s'appelle Purifier, qui est une des plus difficiles à voir. Je ne vais jamais voir cette pièce avec mes étudiants, par exemple. Je donne le choix, je dis, c'est au théâtre, allez-y donc, j'y vais tel soir, mais pas j'ai pris 15 places. Donc, voilà. Ce qui se construit là, c'est un sujet collectif qui sent dans sa chair la répétition compulsive de la catastrophe historique. Alors, on voit déjà dans sa première pièce, Blasted, anéanti, que ça commence à poindre, puisque cette première pièce, anéantie, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, est en fait une pièce qui s'articule de manière, qui se construit de façon tout à fait binaire. Il y a une première partie de la pièce, on est dans une chambre d'hôtel luxueuse, dans un hôtel du nord de l'Angleterre, et il y a une très jeune fille avec un type qui pourrait être son père, voilà. Évidemment, viol, enfin, tout ce qu'on imagine sur la scène contemporaine. Et puis une bombe, et puis un soldat rentre et viole le violeur, etc. Donc, la bombe qui fait péter le décor, et elle dit, ça m'amusait ça, de mettre la bombe là et de faire péter le décor. Elle dit, c'est vraiment Kane la rouge, quoi, qui va tout faire sauter. Donc, elle met sa bombe là, et c'est une bombe qui est vraiment très révélatrice d'ailleurs de ce qu'est le théâtre. À quoi ça sert le théâtre si ce n'est pas à montrer, si ce n'est pas précisément à tout faire péter, hein. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, on voit bien dès cette première pièce, il y a une très, très didactique en quelque sorte, il y a une première partie, le viol de cette fille, et puis, enfin, le viol, l'abus de cette fille par ce vieux type dégoûtant, et puis, de l'autre côté, la chambre d'hôtel qui se transforme en théâtre des opérations, en théâtre militaire, donc, puisque les murs s'effondrent et la guerre envahit l'espace. Alors, elle dit d'ailleurs, assez honnêtement, elle dit, j'écrivais une pièce sur 2 personnes, etc. Puis il y a eu la guerre en Bosnie et je me suis dit, mais ça ne sert à rien d'écrire sur 2 personnes dans une chambre d'hôtel alors qu'il se passe des trucs monstrueux à l'extérieur. Et puis alors elle se dit, et je la cite ici, quelle connexion pourrait-il bien y avoir entre un viol banal dans une chambre d'hôtel à Leeds et ce qui se passe en Bosnie? Et puis soudain j'ai compris, j'ai pensé, bien sûr c'est évident, l'un est la graine, l'autre est l'arbre. Facile, vous me direz, hein, la philosophie de Kane, facile. Mais bon, elle commence à travailler comme ça, cette articulation entre le sujet historique et le sujet intime. Et c'est ça qui, moi, me semble vraiment intéressant. Plus elle écrit et plus elle se sent possédée, d'e-bookisée, je ne sais pas comment dire, investie des voix collectives du monde. Et progressivement, au fur et à mesure de la construction de son œuvre, elle fait dire à la voix qui parle, elle fait dire à sa voix parfois, puisqu'elle a souvent performé ses propres textes, elle fait dire à cette voix qui parle, j'ai gazé les juifs, j'ai gazé les Kurdes, j'ai brûlé les juifs, etc. Donc elle va reprendre sous ce jeu qu'elle met en scène une voix collective qui exprime les désastres du monde. Et elle tisse là, si vous voulez, des liens indissociables entre le trauma personnel et le trauma collectif ou historique. L'un porte l'autre, l'un fomente l'autre, et le sujet qu'elle donne à voir porte les marques de cette correspondance. Alors elle est aidée dans cela par sa découverte assez tardive, en fait, du texte de Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, dont j'ai reproduit la citation sur l'exemplier que je vous ai donné ici, qui crée une comparaison, enfin qui établit une comparaison assez problématique. La catastrophe amoureuse, écrit Barthes dans Fragment d'un discours amoureux, est peut-être proche de ce qu'on a appelé dans le champ psychotique une situation extrême, qui est une situation vécue par le sujet comme devant irrémédiablement le détruire. L'image en est tirée de ce qui s'est passé à Dachau. N'était-il pas indécent de comparer la situation d'un sujet en mal d'amour à celle d'un concentrationnaire de Dachau? L'une des injures les plus inimaginables de l'histoire peut-elle se retrouver dans un incident futile, enfantin, sophistiqué, obscur, advenu à un sujet confortable qui est seulement la proie de son imaginaire? Ces 2 situations, conclut Barthes, ont néanmoins quelque chose de ceci de commun. Elles sont à la lettre panique. Ce sont des situations sans reste, sans retour. Je me suis projetée dans l'autre avec une telle force que lorsqu'il me manque, je ne puis me rattraper, me récupérer. Je suis perdue à jamais. Donc, elle trouve là, chez le théoricien, de quoi conforter sa pratique, évidemment. Donc,
Kane construit le deuil de soi, le deuil de soi comme deuil de l'humain. Elle construit, ce qu'elle met en place, c'est une écriture de soi comme sujet historique traumatique. Elle se montre comme femme en éclat, elle se montre comme la voix qui parle, là, c'est celle d'une femme en éclat, d'une femme atomisée, qui aurait reçu la bombe, que la bombe aurait touché, qui aurait été impactée, voilà, c'est ça, par cette bombe. Donc elle se pose comme sujet envahi par le monde. Et ce qu'elle travaille ici, c'est ce concept de désidentité. Je vous renvoie au joli livre d'Evelyn Grossman, qui s'appelle « La défiguration », qui travaille précisément ça, la désidentité, c'est-à-dire la scène psychique comme théâtre vide, comme théâtre vidé, ou la défiguration, qui est à prendre au sens de la lettre, comment défigurer l'humanité. Voilà, donc cette tragédie de la défiguration, cette tragédie de la perte de soi, de la désertion de la psyché, dit la blessure comme lieu du sujet. Je crois qu'on a chez Kane peut-être une mise en espace, une mise en théâtre de ce que Kristeva a si magnifiquement théorisé. Alors, cette perte du sujet, ce sujet éclaté qui vole en éclats, c'est le premier pas vers cette oblitération du sujet, et vous me sentez venir avec cette transition vers un troisième point. Cette oblitération de l'être à lui-même, c'est précisément ce sur quoi Kane se concentre dans la dernière partie de son œuvre, qui devient du coup représentative d'une esthétique de l'évidement, c'est-à-dire de l'autre tendance du théâtre contemporain anglais que j'annonçais tout à l'heure, une tendance qui est spectralisante, une tendance qui est d'absenter le visible. Et donc ça m'amène à quelques remarques. Ça va encore là? J'ai encore un peu de quelques minutes. Voilà. Donc je voudrais dire quelques mots de ces scènes qui maintenant, au lieu de donner à voir, ne donnent plus à voir. En partant peut-être du paradoxe finalement des phénoménologues, selon lesquels le vrai problème du monde, ce n'est pas le visible, puisque le visible globalement ne donne jamais à voir ce à quoi on s'attend quand on dit, vous savez, c'est le paradoxe assez connu de regarde ta montre, évidemment vous ne regardez jamais votre montre, vous regardez l'heure, donc on ne voit jamais sa montre. Donc voilà, ce problème-là de ce que donne à voir le visible. Donc un sujet en deuil, ou le deuil du sujet, une dramaturgie qui dit la mort du sujet ou la possible humanité qui ne serait à trouver que dans le deuil du sujet, se construit chez Kane sur le mode, dans ses dernières pièces en tout cas, sur le mode de l'oblitération. Et je vous renvoie ici au travail de Lévinas sur l'œuvre de Sosno, un joli travail sur l'oblitération que vous connaissez sans doute. Sosno, qui est ce sculpteur qui donne les formes extérieures avec des trous au milieu. Si on a le temps, j'essaierai de retrouver quelques images. Alors, ah oui, je voulais vous parler de ça, mais bon. Vous voyez, le monstre de Bond, là, qui est très inspiré évidemment des Hibakusha, des dessins. Des dessins japonais des rescapés de la bombe. Hein. Voilà, Kane. J'en arrive à ça, à cette partie-là où cette dramaturgie creuse. Alors, je reviens sur le mot trauma, qui a partie liée avec trouer, hein, par étymologie. Le trauma, ça troue. Et c'est l'étymologie. Le trauma, c'est la blessure parce que c'est le trou. Donc ça a une origine, le trauma et le trou ont une origine étymologique commune. La racine indo-européenne renvoie à l'idée de trouer. Évidemment, ce qui m'intéresse dans le théâtre de Kane et de quelques autres dramaturges contemporains, c'est précisément de voir comment la catastrophe troue, comment le trauma troue le texte, comment ça troue l'espace, comment ça troue le visible, somme toute. Alors, je reste sur l'exemple de Kane qui est assez parlant parce que d'abord ce que Kane va faire tout au long de sa courte œuvre, 5 pièces, c'est que précisément elle va démembrer le visible. Sa première pièce, c'est
blasted, avec des choses comme ça. Donc on en prend plein la figure. Il y a des personnages malades, au corps surexposé, ça pourrit sur scène, ça mange des bébés, voilà. Donc il y a du corps, que du corps, vraiment du corps. Et au fur et à mesure qu'elle construit son œuvre, ces corps, qui sont non seulement des corps, mais qui appartiennent à des personnages nommés, qui ont une existence contextuelle, riches, pauvres, hommes, femmes, etc. Ces personnages-là qui existent dans leur corps commencent, c'est une œuvre en forme d'entonnoir, commencent à perdre déjà leur corporéité et à ne plus exister que sous la forme de voix, généralement signalées par des lettres. Donc dans la 4e pièce de Kane, qui s'appelle Manque, on n'a plus des personnages qui s'appellent Ian, Katie, whatever, on a A, B, C, M, donc des lettres dont on ne sait absolument pas, dont on ne sait rien, ni leur âge, ni leur genre, si ce n'est qu'on découvre ça au fur et à mesure du texte. Mais évidemment, il y a toujours des expériences scéniques pour placer dans la bouche d'hommes des voix dont on reconnaît qu'elles pourraient être celles de femmes, etc. Enfin, donc il y a un travail sur la désidentité qui se fait à partir de cette réduction du personnage à l'état de voix reprises par des lettres. Donc des voix en quelque sorte dépaysées, des voix qui ne sont plus territorialisées, qui ne rentrent, je reprends la terminologie de Deleuze, des voix qui ne sont plus ancrées dans un territoire reconnaissable, donc des voix comme ça, flottantes, fluctuantes, néanmoins des voix qui parlent. Et puis dans sa dernière pièce, 448, Psychose, plus de personnages nommés, plus de personnages désignés par des lettres, mais juste des tirets qui signalent que la parole est prise, et puis parfois même plus de tirets du tout, qui laisse supposer que la parole ne l'est pas prise. On se demande quel est le statut de ce texte qui est sur la page et qui n'est pas précédé par ce tiret inaugural qui laisserait supposer que précisément il y a une mise en voix. Est-ce qu'on n'est pas au contraire en présence d'une voix solipsiste de Kane en Perséphone, une voix qui parlerait pour elle-même et seulement pour elle-même, qui rentrerait dans l'ombre et en même temps qui rentrerait dans la voix. Donc cette Kane-là, c'est une Kane qui déconstruit le sujet jusqu'à ne plus en laisser que le souvenir d'une voix once upon a time audible. Donc ça me semble vraiment très intéressant. Dans la mise en scène que Régis avait faite, Claude Régis, dont je signale que nous l'avons invité le 18 novembre à la Sorbonne, donc ceux qui auraient envie de venir écouter Claude Régis sont bien sûr les bienvenus. Dans la mise en scène que Régis avait faite de cette pièce, eh bien, il avait choisi, et il avait tout à fait, à mon sens, eu raison, il avait choisi de projeter sur l'écran certains moments du texte qui précisément ne sont pas des moments précédés d'un tiret, donc dont on peut se demander si effectivement ils ont vocation à être vocalisés ou pas, des moments qui sont dans un entre-deux, dans un no man's land du théâtre et de la voix. Voilà. Donc il avait fait ça et je crois qu'il avait eu raison. Donc cette œuvre en entonnoir montre déjà visuellement la déconstruction du personnage, bien sûr, mais même la déconstruction du sujet qui n'est plus réduit qu'à des voix fluctuantes, une voix peut-être qui les reprendrait toutes. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Ce sera le dernier point que je voudrais aborder avec vous. Face à la catastrophe, il ne s'agit pas seulement de montrer ces sujets défunts, ces sujets défonctionnants, mais peut-être aussi de travailler, puisqu'il n'y a plus rien que le texte, puisqu'il n'y a même plus la voix qui porterait le texte, eh bien, il s'agit d'aller déconstruire jusqu'au plus profond du texte lui-même, puisque c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire que le corps est relayé par un corps textuel, et c'est maintenant le corps textuel qui va être assailli sauvagement, soumis à la torture, jusqu'à la disparition du texte lui-même. Et c'est ces étapes ultimes de déconstruction que je voudrais voir rapidement avec vous. Puisqu'on ne peut plus traumatiser le corps dans sa chair, puisque de corps il n'y a plus, eh bien, on va traumatiser le corps du langage, on va trouer le texte, on va saigner le corps du langage. Donc, il y a comme
comme une spectralisation, là, comme un trouage du corps du texte en lieu et place du corps du personnage. Alors, autrement dit, c'est le texte qui prend en charge, et c'est là que la dimension poétique devient particulièrement passionnante, le texte prend en charge le traumatisme, d'abord au niveau de la structure, mais aussi au niveau donc de la structure de la pièce, mais aussi au niveau de la langue elle-même. Alors, au niveau de la structure, une pièce comme 4h48 Psychose, dont le titre renvoie explicitement à des heures, c'est à 4h48 Psychose. Donc ce titre-là nous donne à penser la structure non plus en scène, en acte, etc., mais en 24, logique, sections, 24 sections, coupures, 24 sections, elles-mêmes représentées sur la page par une ligne pointillée. Jamais de continu sur la page, jamais. Donc la section qui vient comme ça contaminer tout l'espace jusqu'au plus blanc du texte. Donc cette ligne en pointillé, donc 24 heures, 24 sections qui sont autant de lacérations de la structure linéaire de la pièce qui est sans cesse empêchée. Jamais de continuité. Je vous parlais tout à l'heure du modèle organiciste téléologique du bel animal aristotélicien. Là, l'animal, il est coupé en petits morceaux et on n'est même plus dans une perspective égyptienne, voyez, de reconstitution des bouts de cadavres, Isis, etc. On est au contraire plus du tout dans ce champ de reconstitution d'une vérité. On est au contraire face à l'éclatement, face à la lacération, et il n'y a pas d'après, il n'y a pas de transcendance possible de cet état ultime. Donc une lacération qui vient comme ça contaminer le texte au niveau de sa structure. Ensuite, l'oblitération se fait entre plus en profondeur dans la chair du texte et va se faire par l'irruption de blanc, l'irruption de moments, oui, j'avais donné là un exemple de la mise en scène de Kane, Manque, sur des tombes, c'est Ostermeyer qui a monté ça sur des tombes, enfin, une sorte de pierre tombale. Voilà, alors le blanc va venir, alors j'ai pas bien, j'aurais dû peut-être photographier, vous mettre ça, mais voyez ça donne ça, quoi. Hein. Donc ça donne quand même un texte extrêmement perforé. Alors on sait depuis Beckett que forer des trous dans le langage pour aller voir ce qui se trouve derrière, que ce soit quelque chose ou rien, c'est, dit Beckett, la mission la plus importante pour l'écrivain d'aujourd'hui. Mais là, ce qu'on voit, c'est non seulement ce qu'on aurait pu appeler des percées anasémiques du langage, mais ce qu'on voit arriver là, c'est une sorte de contamination du blanc, du rien, mais précisément, le blanc, c'est pas du rien, le blanc, c'est du blanc. Donc le blanc, ça dit l'innocence, enfin, le blanc, c'est marqué, c'est pas du noir, on n'est pas dans le Tristram Shandy de Lawrence Sterne, que vous avez peut-être vu à un moment de votre... Voilà, où il y a une page noire pour le deuil. Là, on est en présence d'un blanc qui vient contaminer, non pas d'un noir, non pas d'un sombre, mais d'un blanc. Donc ce silence qui s'iconise comme blanc, me semble-t-il véritablement intéressant parce qu'il penche du côté d'Apollon et pas du côté de Dionysos. Enfin, il va du côté de la révélation et non pas du côté de l'occultation. Donc ce texte, voilà, se fait contaminer. Puis vous voyez que la langue même fait le deuil d'une syntaxe valide. Alors oui, ça c'était sur le pas. Voilà, elle va par exemple se sérialiser. Je ne vous donne pas la traduction de ça parce que la traduction est mauvaise et ne marche pas sur le processus presque allitératif et presque onomatopéique de la langue là. Mais vous voyez, ça donne quand même flash, flicker, slash, burn, ring, press, tap, slash, flash, flicker, punch, burn, float. Voilà. Donc il y a quand même là un rythme essoufflé qui vient dire le coup de couteau, qui vient dire là encore la blessure dans une langue qui se sérialise, qui perd sa syntaxe. Et enfin, parce qu'en français, vous voyez, ça donne brille, scintille, cingle, brûle. Et bien voilà. Donc vous voyez, une entreprise d'oblitération qui n'affecte plus seulement la structure du texte, plus seulement la structure de la phrase, mais qui va finalement
s'en prendre à l'unité même du mot. Et le mot va avoir dans le texte tendance à être remplacé par le, comment ça s'appelle là, les lettres, non, le sigle, voilà, l'acronyme, voilà. Alors, on va avoir par exemple ASAP, ASAP. Bon, ça fait sens. ASAP, c'est as soon as possible pour un angliciste. On va avoir QED, QED, quoderat demonstrandum. Bon, alors on va avoir des sigles comme ça qui viennent déconstruire le mot et remplacer le mot. Et puis tout à coup, on a un truc, MNO. Alors MNO, non. Alors MNO, hormis que c'est un petit bout d'alphabet qui suit, comme si là aussi, once upon a time, il y avait eu un alphabet, et on en a un peu le vestige. Donc vous voyez, le mot se trouve lui aussi soumis à ce traitement d'une violence inouïe qui consiste à le démanteler pour qu'il ne reste plus finalement que la lettre, et même ça. Et même ça, on se demande si c'est encore là, puisque, in fine, ce que le texte va mobiliser, à la place des phrases, à la place des mots, à la place de la structure, ce sont des chiffres. Voilà ce qu'on peut avoir dans la pièce, c'est-à-dire ce moment où la perte de confiance est telle en la langue ne peut plus rien dire, qu'on en arrive à ne plus parler qu'en chiffres, c'est-à-dire le chiffrage, non pas par lettres, mais on bascule dans un autre système qui peut-être est à la fois un moment où se signe la mort du langage et son renouveau, et je vous renvoie bien sûr aux travaux qu'ont fait les oulipiens comme Roubaud, Pérec, etc., sur les mathématiques dans la langue, hein, qui précisément consiste à redonner confiance dans la langue. Alors voilà, c'était ce que je vous montrais là, Régie a projeté. Moi j'ai vu plein de mises en scène de cette pièce, donc Régie a projeté les chiffres. Moi j'ai entendu des voix qui venaient de haut-parleurs mis dans tous les coins de la salle, donc des voix qui donnaient les chiffres comme ça en désordre. En fait, ces chiffres ont une raison d'être, puisqu'ils ont... Chez Keynes, on n'est jamais dans quelque chose qui est très loin du référentiel, enfin de la référence dans le monde. Ces chiffres renvoient en fait à un exercice de psychiatrie, enfin pratiqué dans les hôpitaux qui s'occupent des patients psychotiques, où c'est un exercice de concentration qui consiste à demander aux patients de compter de 9 en 9 à l'envers ou de 7 en 7 à l'envers. Donc là, vous voyez qu'on n'y arrive pas du tout. Il y a d'autres moments dans la pièce où c'est mieux. Donc voilà. Ceci dit, ça vient aussi faire écho aux matricules sur le bras des déportés, enfin à toutes ces phases de l'histoire où l'humanité s'est chiffrée plutôt que parler en mots. Alors, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que j'ai réussi à exposer un peu la manière dont, à travers ici, ce qu'on pourrait appeler cette thanatographie du langage, hein, cette écriture de la mort qui se travaille dans la langue, à travers cette thanatographie du langage et du sujet, ce qui nous est donné à voir, et je dis bien voir, c'est une voix qui s'écoute se taire, non pas une voix qui raconte, non pas une voix qui reproduit, mais une voix qui nous permet de faire l'expérience d'une fin, l'expérience d'une catastrophe en train d'arriver. Je voulais vous montrer là, avec Keynes notamment, l'émergence non seulement d'un sujet catastrophique, mais d'une langue théâtrale catastrophique, d'une poétique de la catastrophe qui travaille, vous l'aurez compris, à la frontière du poème, peut-être de ce poème barbare dont a parlé Adorno. Voilà, merci de votre écoute.